À Paris, dans un immeuble discret du 8e arrondissement, un appartement haussmannien demeure aujourd'hui plongé dans une pénombre silencieuse. Derrière ses hautes fenêtres, aucune lumière ne s'allume plus. Et pourtant, c'est ici que Jeanne Moreau, l'une des figures les plus libres et les plus intellectuelles du cinéma français, a vécu ces dernières années et s'est éteinte le 31 juillet 2017, à l'âge de 89 ans. Jeanne Moreau n'était pas une star au sens classique. Elle était une présence, une voix rauque, un regard chargé de nuit, de désirs, de désillusions assumées. Elle n'a jamais cherché à incarner la femme idéale. Elle incarnait la femme qui choisit. Sa mort, pourtant, fut presque silencieuse, sans scandale, sans agitation médiatique excessive. Comme si le monde avait accepté, sans vraiment le mesurer, la disparition d'une femme qui avait toujours refusé de se laisser enfermer. Au moment de son décès, la valeur nette réelle de Jeanne Moreau est estimée à environ 8 à 10 millions d'euros en valeur actuelle. Une fortune confortable, mais loin de l'extravagance que son aura internationale aurait pu laisser imaginer. Car Jeanne Moreau n'a jamais vécu dans l'accumulation. Elle investissait dans les livres, la musique, les idées, les rencontres. L'argent, pour elle, était un outil de liberté, jamais un objectif. Lorsque l'on pénètre dans l'appartement après sa mort, le lieu semble encore habité. Des bibliothèques pleines, des disques vinyles, des manuscrits, des photos de tournage mêlées à des portraits d'amis disparus. Rien n'est ostentatoire, tout est dense, comme si chaque objet portait une conversation interrompue. Cet appartement n'était pas un refuge contre le monde, c'était un poste d'observation. Un endroit où Jeanne Moreau continuait de penser, de lire, de réfléchir à l'art, à la politique, au temps qui passe. Même vieillissante, elle refusait la mise à l'écart. Elle restait debout, intellectuellement, jusqu'au bout. Entre la femme adulée sur les écrans du monde entier et ce lieu aujourd'hui abandonné, une question s'impose, presque à voix basse. Comment une femme qui a incarné la liberté absolue a-t-elle choisi d'affronter seule la fin de sa vie? Jeanne Moreau naît le 23 janvier 1928 à Paris, dans une famille où l'ordre et la discipline dominent. Son père est restaurateur, sa mère danseuse anglaise. Deux mondes qui cohabitent sans vraiment se comprendre. Très tôt, Jeanne ressent un décalage profond avec ce qui l'entoure. Elle observe, elle écoute, mais elle ne se conforme pas. L'enfance est marquée par une solitude précoce. Jeanne Moreau apprend à se tenir à distance, à cultiver une intériorité dense, presque farouche. Elle lit beaucoup. Elle pense avant de parler. Et surtout, elle refuse instinctivement les rôles que l'on assigne aux jeunes filles de son époque. À 18 ans, contre l'avis de sa famille, elle entre au Conservatoire national d'art dramatique. C'est là que tout commence réellement. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à comprendre. Son jeu est déjà singulier, moins démonstratif, plus intérieur, chargé de silence. Certains professeurs doutent, d'autres pressentent une force rare. Elle intègre rapidement la comédie française, un honneur immense pour une actrice si jeune. Mais là encore, Jeanne Moreau étouffe. La tradition, les règles, les hiérarchies la freinent. Elle n'est pas faite pour réciter un héritage, elle veut le bousculer. Le cinéma lui offre cet espace de liberté. Dans les années 1950, elle apparaît dans plusieurs films sans encore marquer profondément le public. Mais tout change à la fin de la décennie avec l'arrivée de la nouvelle vague. Louis Malle, François Truffaut, Jean-Luc Godard voient en elle ce que d'autres n'ont pas osé regarder. Une femme complexe, intelligente, sensuelle, sans être décorative. En 1958, Ascenseur pour l'échafaud impose Jeanne Moreau comme une figure nouvelle. Son visage, filmé dans les rues nocturnes de Paris, devient un symbole. Elle ne joue pas la tante amoureuse. Elle incarne l'angoisse, le désir, l'indépendance. Puis vient Jules et Jim en 1962. Un film qui dépasse le cinéma pour devenir une référence culturelle. Jeanne Moreau n'y est pas une muse passive. Elle est le centre de gravité. Une femme qui aime librement, qui choisit, qui assume les conséquences. Pour beaucoup, ce rôle bouleverse définitivement la représentation de la femme à l'écran. Mais Jeanne Moreau refuse d'être enfermée dans cette image. Elle tourne à l'international, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. Elle travaille avec Orson Welles, Antonioni, Buñuel. Elle chante, elle écrit.
Elle réalise même ses propres films, consciente que la liberté artistique passe aussi par la maîtrise. Sa vie sentimentale est intense, parfois chaotique. Elle aime des hommes brillants, souvent indisponibles. Elle refuse le mariage comme refuge. Elle choisit la solitude plutôt que le compromis. Au fil des années, Jeanne Moreau devient une figure respectée, parfois crainte. Elle ne flatte personne. Elle dit ce qu'elle pense. Elle défend une vision exigeante de l'art, loin du divertissement facile. Déjà à cette époque, elle sait une chose, la liberté se paie, et elle accepte le prix, sans imaginer encore que cette indépendance, qui a fait sa grandeur, l'accompagnera aussi jusqu'à la fin dans un appartement silencieux, loin des regards, fidèle à elle-même. À mesure que les années passent, Jeanne Moreau refuse ce que beaucoup redoutent, se cacher pour vieillir. Elle n'adoucit ni sa voix, ni son visage, ni ses positions. Le temps marque son corps, mais il n'entame pas sa lucidité. Au contraire, il la renforce. Dans les années 1990 et 2000, Jeanne Moreau apparaît moins souvent à l'écran, mais chaque apparition compte. Elle choisit ses rôles avec exigence. Des femmes âgées, parfois fatiguées, parfois dures, souvent lucides. Elle ne cherche jamais à rajeunir artificiellement. Elle assume le temps comme une matière dramatique à part entière. Son appartement parisien devient alors un lieu central. Non pas un refuge contre le monde, mais un espace de pensée. Les bibliothèques s'étoffent, les disques s'empilent, les manuscrits s'accumulent. Jeanne Moreau lit, écrit, écoute, réfléchit. Elle continue de recevoir, mais choisit avec soin. Les conversations sont longues, profondes, parfois exigeantes. Elle n'a jamais aimé le superficiel. La solitude, chez elle, n'est pas un échec. Elle est une position. Jeanne Moreau a toujours préféré la solitude choisie au compromis affectif. Elle a aimé intensément, mais sans jamais renoncer à elle-même. Avec l'âge, cette posture devient encore plus affirmée. Elle observe le cinéma contemporain avec un regard critique. Elle s'agace de la vitesse, de la consommation des images, de la disparition du silence à l'écran. Elle ne méprise pas les nouvelles générations, mais elle refuse d'applaudir ce qu'elle ne comprend pas ou ce qu'elle juge vide de sens. Physiquement, le corps ralentit, la fatigue s'installe, les déplacements deviennent plus rares. Mais l'esprit reste vif. La voix, rauque, profonde, conserve une autorité intacte. Quand elle parle, on écoute. Jeanne Moreau continue aussi de transmettre. Elle préside des jurys, participe à des débats, encourage des cinéastes plus jeunes. Elle ne se pose jamais en monument. Elle se tient à hauteur d'idée, pas de statut. Dans l'intimité, pourtant, le temps se fait plus lourd. Les nuits sont longues. Les amis disparaissent les uns après les autres. La génération qui l'a portée s'éteint progressivement. Jeanne Moreau reste témoin lucide d'un monde qui s'éloigne. Elle n'exprime ni nostalgie excessive, ni amertume. Elle constate, elle accepte, sans complaisance. À la fin de sa vie, elle sort peu. L'appartement devient plus silencieux. Mais ce silence n'est jamais vide. Il est rempli de souvenirs assumés, de choix tenus, de renoncements acceptés. Jeanne Moreau ne cherche pas à laisser une image rassurante. Elle reste fidèle à ce qu'elle a toujours été. Une femme qui ne s'excuse ni d'exister, ni de vieillir. Et tandis que le monde la célèbre encore comme une icône, elle, dans cet espace intime, se prépare à la fin sans la théâtraliser. Sans adieu spectaculaire, sans mise en scène, simplement en restant elle-même. Le 31 juillet 2017, Paris est écrasé par une chaleur d'été presque immobile. La ville ralentit. Les rues se vident. Dans un appartement du 8e arrondissement, les volets sont à demi clos, laissant passer une lumière douce, filtrée, presque bienveillante. C'est là que Jeanne Moreau s'éteint, à l'âge de 89 ans, sans agitation, sans mise en scène, fidèle à cette discrétion qu'elle a toujours revendiquée. Depuis plusieurs jours, son corps s'affaiblissait. La fatigue était devenue constante. Les forces se retiraient lentement, sans brutalité. Jeanne Moreau le savait. Elle n'a jamais cherché à nier la faim. Elle l'a regardée comme elle regardait la vie, avec lucidité, sans pathos inutile. Autour d'elle, peu de monde, des proches, des voix basses, des gestes mesurés. Il n'y a pas de dernière déclaration solennelle, pas de phrase destinée à l'histoire. Jeanne Moreau n'a jamais cru aux mots définitifs. Elle croyait aux silences assumés. Lorsque la respiration s'arrête, il n'y a ni panique, ni drame. La nuit tombe doucement sur Paris. Un jour s'achève, comme tant d'autres.
Mais avec lui disparaît une femme qui a profondément modifié le regard porté sur le cinéma, sur la féminité, sur la liberté. L'annonce de sa mort se répand rapidement. Les médias parlent d'icônes, de légendes, de muses de la nouvelle vague, les hommages affluent, les images d'archives refont surface. Jeanne Moreau marchant dans Paris dans Ascenseur pour l'échafaud, Jeanne Moreau chantant Le Tourbillon, Jeanne Moreau regardant la caméra sans jamais chercher à séduire. Mais ces images contrastent avec la simplicité de sa fin. Aucune spectacularisation, aucune récupération excessive. Elle s'en est allée comme elle a vécu, libre, droite, sans concession. Les funérailles ont lieu dans une relative intimité, conformément à ses souhaits. Pas de grands rassemblements populaires, pas de discours emphatiques. Jeanne Moreau refusait d'être transformée en monument figé. Elle préférait rester une voix vivante dans la mémoire de ceux qui l'avaient vraiment regardée. Dans l'appartement, après son départ, tout est resté en place pendant un temps. Les livres ouverts, les disques rangés, les manuscrits inachevés, le fauteuil près de la fenêtre, comme si elle allait revenir s'y asseoir. Mais le silence, cette fois, est différent. Il n'est plus choisi, il est définitif. Jeanne Moreau a quitté le monde sans bruit, sans regret affiché, sans nostalgie excessive. Elle a simplement cessé d'être là, laissant derrière elle une trace immense, disproportionnée par rapport à la discrétion de sa disparition. Et dans cette nuit d'été parisienne, une vérité s'impose lentement. Certaines présences sont si fortes qu'elles continuent d'exister même après le silence. Après la disparition de Jeanne Moreau, l'appartement du 8e arrondissement devient un lieu d'inventaire autant que de réflexion. On y pénètre avec une certaine lenteur, conscient que chaque objet porte une densité particulière. Ici, rien n'a jamais été accumulé pour impressionner. Tout a été conservé pour penser, créer, dialoguer avec le monde. Au moment de sa mort, la valeur nette de Jeanne Moreau est estimée à environ 8 à 10 millions d'euros en valeur actuelle. Cette fortune se compose principalement de biens immobiliers, de droits liés à sa filmographie, de revenus d'auteur et d'interprète, ainsi que de placements raisonnés. Elle n'a jamais cherché la croissance maximale, mais une stabilité suffisante pour préserver son indépendance artistique. L'appartement parisien constitue le cœur de son patrimoine matériel. Un lieu vaste, lumineux, rempli de livres, de disques, de manuscrits, de souvenirs de tournage. On y trouve des éditions annotées, des scénarios corrigés à la main, des correspondances avec des cinéastes, des écrivains, des musiciens. Ces objets n'ont pas été conservés comme des reliques, mais comme des outils de pensée. Jeanne Moreau possédait également des archives personnelles considérables, des enregistrements, des textes inédits, des projets inachevés. Une partie de ces documents est destinée à rejoindre des institutions culturelles, afin de garantir leur conservation et leur transmission. Elle avait toujours été attentive à ce point, ne pas laisser son œuvre se dissoudre ou être déformée après sa disparition. La succession se déroule sans affrontement public majeur. Jeanne Moreau avait pris soin d'organiser les grandes lignes de son héritage, pas pour contrôler, mais pour éviter le chaos. Ce pragmatisme, souvent méconnu, faisait partie de sa liberté. Prévoir pour ne pas dépendre. Les droits liés à ces films, rediffusés et étudiés dans le monde entier, continuent de générer des revenus réguliers. Mais plus encore que l'aspect financier, c'est la valeur culturelle de cette œuvre qui domine. Jeanne Moreau n'a jamais été une actrice interchangeable. Chaque rôle porte une signature, une façon unique d'habiter le silence, de dire le désir, de regarder le monde sans le juger. Ses chansons, ses lectures publiques, ses réalisations prolongent cet héritage multiple. Elle n'a pas laissé une image figée, mais un ensemble de traces ouvertes, capables de dialoguer avec les générations suivantes. Son patrimoine n'est pas clos, il continue de vivre. Lorsque l'appartement commence à se vider pièce après pièce, une impression s'impose à ceux qui participent à cette succession. On ne range pas une vie comme on range des biens. Chaque départ d'objet ressemble à une phrase interrompue, chaque carton refermé, à une conversation qui se tait. Mais contrairement à d'autres, Jeanne Moreau n'a pas laissé derrière elle un vide douloureux. Elle a laissé une cohérence, une vie menée selon des choix assumés, une fortune suffisante pour garantir son indépendance. Et surtout, une œuvre qui ne demande pas à être expliquée, seulement regardée. Au terme de la succession, une évidence demeure. Ce que Jeanne Moreau a réellement transmis ne se mesure ni en mètres carrés, ni en chiffres. Cela se mesure en liberté. Lorsque les lumières de l'appartement du 8e arrondissement ne s'allument plus,
Paris continue de vivre sans s'arrêter. Les rues bruissent, les écrans s'enchaînent, mais quelque chose imperceptible manque à l'appel. Jeanne Moreau n'est plus là pour observer, pour penser, pour déranger doucement. La maison abandonnée n'est pas un symbole de solitude subie. Elle est le prolongement d'un choix assumé. Jeanne Moreau a toujours préféré la densité au bruit, la pensée au spectacle, la liberté au confort. Elle n'a jamais cherché à être aimée de tous. Elle a voulu être juste. Sa fortune, stable mais sans excès, reflète cette cohérence. Elle lui a permis de rester indépendante, de choisir ses rôles, de refuser ce qui ne faisait pas sens. Mais ce qu'elle laisse dépasse largement les chiffres. Elle laisse une manière d'exister dans le cinéma sans s'y dissoudre. Une façon d'être femme sans demander la permission. Aujourd'hui encore, ces films interrogent. Ils résistent au temps parce qu'ils refusent la facilité. Ils demandent aux spectateurs de regarder autrement, d'écouter les silences, de supporter l'ambiguïté. Jeanne Moreau n'a jamais expliqué ses personnages, elle les a laissés vivre. Dans le silence de son appartement vidé, une vérité persiste. Certaines présences ne disparaissent pas. Elles se déplacent. Elles habitent les regards, les répliques, les gestes que l'on continue de transmettre. Jeanne Moreau n'a pas quitté le monde en laissant un vide. Elle a laissé un espace de liberté, de réflexion, de refus des normes étroites. Un espace où chacun peut encore venir interroger ce que signifie vivre sans se trahir. Et peut-être est-ce là son héritage le plus précieux, nous rappeler que la liberté ne s'hérite pas, elle se conquiert, chaque jour.